Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est mon premier update lecture depuis 2022. Premier point lecture de l'année les gars. Et je vous avoue, au début de l'année je me suis dit est-ce que tu continues vraiment les points lecture vu que tu parles de tes lectures dans les vlogs et tout, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais que vous ne regardez pas tous les vlogs et franchement, j'ai lu tellement de belles choses depuis début 2023 que je pouvais pas ne pas faire d'update lecture. C'était pas possible. Du coup, c'est maintenant. Voilà. Du coup, si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que ma première lecture 2023, je l'ai choisie avec soin. Et c'est un coup de cœur. Voilà, coup de cœur réussi. J'aurais dû faire des prévisions de coup de cœur pour l'année. Peut-être que je peux encore le faire. Mais coup de cœur réussi, je suis trop contente. Il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Non seulement ce sont les éditions Hurlevent avec des filles que j'aime énormément et que j'admire beaucoup pour leur projet, et en plus c'est Nora alias Aaron Granger sur Instagram, elle est aussi sur YouTube, je vous l'avais présentée lors d'une édition des booktubers faites je sais plus quoi, et voilà, c'est une personne formidable et je suis tellement contente d'avoir aimé son livre. Vous savez, moi quand j'ai de grandes attentes comme ça me fait extrêmement peur parce que quand tu lis le livre d'une copine, tu t'attends à l'apprécier et la plupart du temps c'est horrible, mais je pense que mon esprit critique est bien plus fort quand je lis le livre de quelqu'un que je connais parce que j'ai beaucoup plus d'attentes en fait. Et là, fort heureusement, toutes mes attentes ont été entendues, toutes mes attentes ont été satisfaites et ça c'est beau. On est en Angleterre, fin 19e, on est avec, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle, Alice. Oh là là. On est avec Alice qui vit dans un orphelinat et qui du jour au lendemain va se retrouver accueillie par un tuteur, un mystérieux tuteur un peu bizarre. Tout au long de l'histoire on va se demander qui il est finalement. Un mystérieux tuteur qui va la voir grandir parce qu'elle arrive, elle a 12 ans je crois, et on va davantage avancer dans l'histoire vers ses 17-18 ans. Il va faire un bal en son honneur, etc. Enfin on est vraiment dans cette époque que j'aime énormément en Angleterre. On est au fin fond d'un manoir, vraiment au fin fond de... T'as l'impression, dans ma tête c'était un manoir isolé d'absolument tout, avec plein d'arbres autour, plein de statues, plein de poésie, plein de glauque aussi, un petit peu. On est dans un roman gothique. Ça, je vais pas vous le cacher, si vous aimez les romans gothiques, allez-y. Si vous avez aimé par exemple Mexican Gothic, allez-y. Je vous cite Mexican Gothic parce que je crois que c'est le dernier roman gothique que j'ai pu lire, mais vraiment foncez. C'est un roman incroyable. Le manoir est en lui-même incroyable. Le tuteur est assez particulier. Je dirais rien de plus. Il est particulier. Je l'aime beaucoup. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à le détester. J'ai appris à plein de choses avec lui en fait. Je ne sais pas sur quel pied danser avec lui, mais je veux bien danser quand même, tu vois, on en est un peu là. Et tout ça sur fond de partie d'échecs. Franchement, je sais pas quoi vous dire sans vous spoiler, du coup, sincèrement, vraiment, lisez-le si vous aimez les romans gothiques. On est sur une vraie beauté sur le plan gothique. Est-ce que je peux vous lire un passage qui est intéressant? Rien que pour vous dire que le manoir est une entité propre, on vous dit pensez-vous que le manoir ressent? Bien sûr, dit-il en m'adressant un sourire en coin, les murs ont une mémoire, ils sont les gardiens de nos peines, de nos joies, de nos amours. Et cette phrase elle est éminemment importante, on est avant la page 100 là à ce moment là, elle est super importante parce que tout le reste est important aussi. Je peux pas vous dire mais... c'est tellement bien. Et on a des passages dans le passé aussi qui sont en italique il me semble. Attendez que je trouve ça. C'est en italique et en fait on voit un peu ce qui s'est passé avant. On voit un peu ce qui s'est passé avant. Ce qu'on appelle des fragments. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a plein de mystères autour de ce manoir. Il y a plein de mystères autour de ce tuteur. On est avec une orpheline qui ne connaît pas ses parents. On est avec une orpheline qui n'a pas froid aux yeux aussi, clairement. Il y a des relations aussi importantes qui se tissent. Voilà, je n'en dirai pas plus, sincèrement, lisez ce roman, c'est un coup de cœur, premier coup de cœur 2023. Il est incroyable. On me l'avait dit avant. Les voix Hurlevent avaient dit qu'il était incroyable. Je voulais bien les croire, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai gardé, je l'ai eu début décembre, je l'avais précommandé. J'ai attendu j'ai attendu vraiment début janvier en me disant cette lecture là
ça sera la première de 2023 parce que je la sentais bien en fait. Je la sentais bien, l'écriture est superbe. Vraiment, pour un premier roman, Nora, enfin en tout cas un premier roman publié, Nora se débrouille extrêmement bien. J'ai été très agréablement surprise par sa plume et j'ai hâte d'en lire plus. Vraiment, j'ai très hâte d'en lire plus. Sors un autre roman, s'il te plaît. Voilà, c'est un appel au secours, c'est une bouteille à la mer, je veux lire la suite de tes écrits. C'est tout ce que je dirais. Foncez. Ensuite, j'ai aussi lu Le Murmure des Abîmes de Lydia Brasington, qui est un roman auto-édité qu'on ne voit pas énormément passer parce que c'est de l'auto-édition alors que la couverture est juste splendide. On est dans un roman où on suit Astra qui vit en exil avec sa grand-mère depuis que le roi a tué son père, ses 3 frères et sa mère pour trahison. Il n'y a qu'elle, voilà, qui a survécu, c'était une toute petite fille. Elle vit donc, je vous ai dit, en exil avec sa grand-mère. Elle n'attend rien de la vie, hein, globalement. Elle fait juste pas trop de bruit, tu vois. Parce que, bon, quand même, si le roi décidait un jour de la décimer, on sait jamais, tu vois, à un moment donné. Et on la découvre alors qu'elle est en train de courir dans la forêt. Elle fuit les soldats du roi qui la pourchassent pour la ramener au palais. Pourquoi? Pour devenir héritière du royaume. Son père et toute sa famille, sauf sa grand-mère, a été exécutée pour trahison et Astra va devenir héritière du royaume. C'est le pitch de départ, on est dans de la romantasy pour le coup, avec une histoire d'amour qui est plutôt slow burn, qui est plutôt vraiment jolie. Moi j'ai bien aimé, je suis fondamentalement amoureuse du personnage masculin, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Astra aussi qui est assez badass, qui se laisse pas faire, on est dans des histoires un peu politiques. C'est pas que de la romantasy, hein, c'est pas vraiment que de la romance, on a un vrai univers derrière, des vrais personnages importants. On a une petite carte avec toute la politique qui va avec. On a des portraits qui sont à tomber, je vous montre. Regardez-moi comme il est beau. Et elle est où? Bon, je la trouve plus. Mais en tout cas, les illustrations sont splendides. Il n'y en a que 2, mais elles valent le détour. Même si c'est en noir et blanc. Pour le coup, la couverture est splendide aussi. Le seul bémol de cet objet livre, en tout cas, c'est qu'il y a pas mal de fautes, notamment d'orthographe et aussi quelques expressions qui ne vont pas en français. Il faut savoir que Lydia Brasington est britannique, elle a choisi d'écrire en français, donc je veux bien lui pardonner. Donc voilà, je me dis le premier jet, forcément la pauvre, tu dois avoir des fautes partout, c'est normal, tu vois. Moi je pense que j'écris en anglais, c'est pareil, tu vas pouvoir me corriger à un moment donné. Mais peut-être le seul truc que je regrette, c'est qu'il y a eu apparemment une correction sur ce roman, une correction professionnelle et... voilà, je pense que ça ne gêne pas tout le monde, je pense qu'il y a plein de gens qui verront pas la plupart des fautes et il n'y a pas de souci. Moi malheureusement je suis très perfectionniste, je suis chiante franchement sur l'orthographe, c'est horrible. Vraiment si je vais mal écrire un mot dans un message, même sur WhatsApp, je vais le réécrire forcément bien derrière, je suis chiante, voilà. Je suis perfectionniste sur les fautes d'orthographe et du coup, bah ouais, ça a un peu dérangé un tout petit peu, c'est pas à chaque page, hein. Il y en a juste... Moi j'estime qu'un livre est bien corrigé quand t'as moins de 5 fautes, et extrêmement bien corrigé, pardon, quand t'as moins de 5 fautes dans le roman. Là il y en a plus de 15 je dirais, et du coup, ça a un petit peu haché ma lecture, et c'est peut-être le seul... vraiment le seul inconvénient de ce roman, c'est que ça m'a sorti un petit peu de l'histoire et du coup c'est pas un coup de cœur, alors que franchement peut-être, c'est vraiment dommage, c'est con dit comme ça, mais s'il avait été méga bien corrigé, peut-être que j'aurais été à fond. J'ai été à fond quand même, on va pas se le cacher, mais je me suis arrêtée sur des mots et du coup j'étais moins à fond. Qu'est-ce que vous voulez, c'est tout, je suis honnête. Mais c'était une très bonne lecture, c'était super. Le tome 2 sort en mars. Je vais le prendre en brochet, même s'il y a des fautes, j'en ai rien à faire. Franchement, c'était une super lecture, j'ai adoré, c'est de la romantasy comme je vous l'ai dit. C'est pas trop lourd. Il n'y a pas plein de scènes spicy chelou. Moi vous savez que j'aime bien le slow burn, j'aime pas quand ça couche dans tous les coins, là j'aime pas ça du tout. C'est juste pas mon style de lecture en fait. Mais là, tout est dans... En fait moi ce que j'aime bien c'est quand c'est subtil, quand on va se chercher, quand il y a des quiproquos, quand on s'engueule un petit peu, mais pas trop, hein, pas trop d'aller-retour, ça c'est chiant. Quand il y a... Moi j'aime bien les triangles amoureux aussi, là il y en a pas. Attends je réfléchis, non il y en a pas. Mais... tout ça sur fond en plus de cour royale, les intrigues de cour, la politique, le fait qu'elle soit princesse, donc le fait qu'elle soit promise à quelqu'un d'important, même si elle l'aime pas, même si c'est un infâme connard, elle est promise à quelqu'un d'important pour le bien du royaume, et plein de choses comme ça que j'aime. Moi vous savez, vous me mettez de la romance dans un palais, avec une histoire de princesse, de prince, de roi, de ce que tu veux, déjà t'as la moitié de mon âme qui t'aime, tu vois, qui aime le roman en tout cas, qui aime l'histoire. Clairement, il me faut pas grand chose. Quand vous mettez vraiment palais, intrigue de cour, romance,
je suis déjà quasiment gagnée. Vraiment mon cœur est quasiment gagné. Là c'est ce qu'il y a, c'était une très très bonne lecture, je vous la recommande chaudement. C'était chouette. Voilà, un bel auto-édité, pas assez corrigé à mon goût, mais c'est vraiment le seul inconvénient que j'ai, donc imaginez à quel point c'est pas un inconvénient du tout en fait. Ensuite, en ce début 2023, je vous l'ai dit, je me remets au graphique, et oui, et oui. Et du coup j'ai sorti Coven de ma pile à lire de Dacofi Time et Taous Merakchi, pardon, aux éditions Dupuis. Regardez-moi cette édition juste splendide, franchement c'est super beau. Si vous voulez un aperçu des dessins à l'intérieur, hop, on est avec 4 jeunes filles qui se retrouvent, on est vraiment dans des intrigues franchement de lycée, avec les petites amies, avec les cours, avec tout ça. Et à côté elles font des petits rituels magiques, elles ont des pouvoirs de sorcières et elles vont voir que ce qu'elles ont fait a déclenché quelque chose qui n'était pas prévu et dont il va falloir s'occuper en tout cas. Il y a pas mal de dimensions, il y a vraiment cette dimension amitié, lycée, les cours, les petits amis, l'écologie aussi d'ailleurs. Il y a plein de choses comme ça, c'est très chouette, c'est très coloré. Maintenant je vous avoue que à un moment donné j'ai un peu décroché, c'était pas un coup de cœur, c'était une bonne lecture, c'était une bonne découverte. Je suis contente d'avoir pu le découvrir, je ne sais pas si je lirai la suite, la fin appelle une suite franchement. La fin appelle une suite, mais je me suis pas vraiment assez attachée au personnage pour lire la suite, je crois. Il y a vraiment 4 personnalités bien différentes parmi ces 4 jeunes filles. Je me suis pas vraiment attachée à l'une d'entre elles, je vous l'avoue. Voilà, c'est peut-être ce qui m'a manqué un peu dans ce graphique, c'est que je me suis pas plus attachée que ça au personnage, et sincèrement si elle mourait toutes à la fin, ça me dérangerait pas plus que ça à la fin de l'histoire, parce qu'il y a des tomes suivants, je vous spoil que dalle, je vous ai dit qu'il y avait des tomes suivants, donc forcément vous savez qu'il y en a qui vont survivre dans tous les cas, mais voilà, si elle mourait toutes à la fin, je trouverais même la fin peut-être chouette si ça arrivait, tu vois. Ça n'arrivera pas parce que c'est un peu orienté jeune femme, je dirais, pas forcément young adulte ni quoi que ce soit, mais comme elles sont au lycée, voilà. Et comme il n'y a que des femmes en plus, voilà, c'était pas mal. Voilà, je vous dirais pas de l'acheter forcément parce qu'il a un certain coût sous cette forme là. Je sais pas combien il fait d'ailleurs, c'est pas noté dessus. C'est pas noté dessus, mais empruntez-le en médiathèque peut-être. Ça peut être une bonne alternative pour le découvrir. Ensuite, vous le savez, depuis septembre, nous découvrons Blackwater avec Mirazonshi. Nous avons lu ce mois-ci, en tout cas en janvier, le tome 2, donc Blackwater de La Digue de Michael McDowell. Et c'était plutôt chouette de revenir dans ce petit village de Perdido avec Elinor, qui est toujours aussi bizarre, avec justement sa famille, avec les personnes qu'elle côtoie et la construction de cette digue autour de la rivière qui ne manque pas de l'énerver prodigieusement. Ça l'agace hein, la construction de la digue. Voilà, j'ai l'impression de retrouver un petit peu l'ambiance du tome 1 avec ses intrigues, avec ses conflits de voisinage, avec cette ambiance un peu sombre, un peu glauque qui a un petit point culminant à un moment donné que tu attends pendant tout le roman. Ça dure 5 minutes, c'est dommage. Moi j'aimerais bien un peu plus sombre. Franchement j'aimerais bien que ça devienne un peu plus sombre parce que c'est vrai que ce tome 2, autant le tome 1 c'était bien, c'était de la découverte et tout, tu découvres les personnages, tu découvres Elinor qui est fondamentalement bizarre, tout le reste aussi, et puis là le tome 2 c'est un petit peu la continuité, puis on construit une digue et puis il se passe des trucs, mais oh beaucoup de descriptions, il y a des moments où j'ai vraiment j'ai passé des paragraphes trop descriptifs, franchement trop descriptifs, j'en pouvais plus. À un moment donné le fait de savoir qu'il y a une feuille au sommet de la digue au fin fond de l'ouest, tu vois, du village, je m'en fous, j'en ai marre, ça m'a saoulée. Il y a des choses qui sont bien, j'ai bien aimé retrouver comment elle s'appelle, Marie-Love je crois, bah, la Tati Danielle du truc. Je crois que c'est Marie-Love, la maman, enfin la belle-mère en tout cas d'Elinor. J'adore ce personnage, elle est vraiment fondamentalement chiante, tu vois. Moi je l'imagine comme ça avec sa petite canne et puis vraiment pas contente, tu vois. J'adore les Tati Daniel, c'est trop cool. Mais ouais, il me manquait un petit truc, il me manquait un peu un peu plus de glauque, un petit peu plus de sang, un petit peu plus de... Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais... Ah, trop de descriptions, on flâne un peu trop dans le village quoi, un petit peu trop...
pas assez glauque. Pas assez glauque à mon goût, donc voilà, j'espère vraiment que la suite est un peu plus sombre. J'espère qu'on part un petit peu en cacahuète à un moment donné, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, on va poursuivre la série en lecture commune avec Mira. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, ben, n'hésitez pas à lire les tomes 1 et 2 et à nous rejoindre normalement en mars pour le tome 3. Ensuite, décidément, et franchement, je vous jure, New Year, New Me, nouvelle année, nouvel mois, je suis à fond dans la lecture commune. On a déjà fait plusieurs lectures communes avec les copines, j'en ai 2 en cours là actuellement. Incroyable. Nous avons commencé Inheritance Games, le tome 1 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu ce roman avec Mira Zonchi, donc Marie, et Anaïs de Sienna Book. Je vous mets les liens de leur chaîne en barre d'infos pour aller voir parce que on a fait un Read With Me, le premier était chez moi je crois, le deuxième ça devait être chez Anaïs et le troisième chez Mira. Je vous mets les liens peut-être plutôt des Read With Me qui sont sur nos chaînes si vous voulez le découvrir avec nous en même temps. Voilà, on a mis les replays, ça peut être cool. On le fera pas forcément pour les tomes 2 et les tomes 3, mais voilà, c'est cool, surtout que Little Purple Books s'est ajouté à nous avec le tome 2 puis le tome 3. D'ailleurs la prochaine fois c'est ce dimanche 19 février si jamais ça vous intéresse à 18 h. C'est le jour de publication de cette vidéo d'ailleurs. Si jamais ça vous intéresse, on lira la fin du tome 2 ensemble sur ma chaîne Twitch. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Bref, Inheritance Games, il est dans ma pile à lire, dans ma pioche à lire depuis sa sortie, donc ça doit faire 1 an je pense, non ? Donc j'étais très contente de pouvoir l'en sortir avec les copines, janvier 2022, donc oui ça faisait 1 an. On est avec Avery qui a une vie globalement pourrie, hein. Je vais pas vous mentir, elle a une vie un peu pourrie. Sa tutrice légale c'est sa sœur, sa demi-sœur même. Sa mère est décédée, son père en a rien à foutre d'elle. Et du jour au lendemain, en fait elle est assez intelligente, elle le montre pas trop au lycée, elle se fait pas trop remarquer tu vois. Elle a une copine, Maxine, qui est beaucoup trop drôle parce qu'elle peut pas dire de gros mots, de vulgarité avec ses parents. S'ils l'entendent elle est punie, elle a plus de téléphone et tout. Donc en fait c'est un petit peu comme dans The Good Place, je sais pas si vous avez vu la série, mais en gros dans The Good Place à chaque fois c'était patin de merle, bah là c'est pareil tu vois, on utilise des mots comme ça, c'est beaucoup trop drôle. Enfin Maxine en tout cas utilise ces mots là. Et la vie d'Avery va totalement changer le jour où elle va être convoquée par des avocats à une succession. Un gars qu'elle ne connaît pas du tout mais qui était ultra riche et il lui a légué ses milliards, ses propriétés secondaires, ses jets. Tout. En fait, je pense qu'on ne connaît même pas encore tout. Il lui a tout légué, elle le connaît pas, elle sait pas du tout d'où il sort. Mais du coup, va s'en suivre une enquête incroyable parce que sa famille, la famille Hawthorne plutôt, Hawthorne, ça va être dur à dire, la famille, en fait ça se dit très facilement dans ma tête quand je lis et beaucoup moins quand je le prononce, hein. Ça c'est incroyable. Donc la famille, tout court. Ok, la famille va mener l'enquête avec elle parce qu'en fait on va s'apercevoir que le riche milliardaire aimait beaucoup les énigmes, il aimait beaucoup... ouais, c'est un genre d'escape game en fait. Il aime beaucoup les énigmes et il leur en a laissé plusieurs pour comprendre pourquoi il a tout laissé à Avery et qui elle est et comment ça se passe, etc. Et du coup elle va se lier avec les 4 petits-fils de la famille dont l'héritier qui était présumé et qui n'a pas hérité grand chose. Donc il y a Grayson, Jameson, Nash et Alexander. Vraiment je pense que ce sont ces quatre personnages qui font aussi le roman avec Avery, avec sa sœur Libby. Voilà, globalement si vous avez ce cadre là, le reste c'est soit méchant soit gentil, c'est très manichéen je trouve par contre. On est dans un classique du young adult pour le coup, toutes les cases du young adult sont cochées, il faut aimer le young adult sinon n'y allez pas, ça sert à rien franchement, c'est classique young adult, vraiment. Et puis c'est très manichéen je disais parce que vous avez les gentils, quoique, vous avez les gentils, les méchants, il y a peu de personnes dans la zone grise en tout cas, il y a peu de personnes qui sont pas si gentils que ça, en tout cas au fil de l'histoire. Pour le coup, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Ce sont des chapitres courts que vous enchaînez encore et encore. Ça fonctionne tellement bien qu'on a enchaîné sur le tome 2 en lecture commune et qu'on va enchaîner aussi sur le tome 3 qui vient de sortir. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous l'ai dit, tout est en barre d'infos. Mais vraiment, ça fonctionne bien. Je peux pas dire le contraire. C'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a des choses que j'ai vu venir, parce qu'il y a des révélations que j'ai vu venir, parce qu'il n'y a pas énormément d'attachement pour certains personnages, je pense qu'on aurait pu plus développer certaines choses et tout, mais il y a des révélations que j'ai pas vu venir. Le scénario fonctionne bien, les personnages fonctionnent bien ensemble, le tome 2 est plutôt cool, vraiment.
Je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore découverte. Si vous êtes fan de Young Adult, je pense que ça va devenir un inconditionnel du genre. Je pense que vous pourrez pas passer à côté en aimant le Young Adult. Franchement, je pense que vous pourrez pas vous permettre de ne pas l'avoir lu. Il va devenir bientôt, je pense, une saga qu'on va... Je pense qu'il l'est déjà, qu'on conseille à tout va parce que vraiment ça fonctionne, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est pas quelque chose de jamais vu, mais il y a ce côté enquête avec un petit côté escape game, un petit côté, c'est pas à la hauteur de Da Vinci Code et tout ça, mais ça fonctionne, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour cette saga. J'ai hâte de vous parler du tome 2 et du tome 3, je pense que je vous en parlerai en même temps pour parler du dénouement et de la conclusion, sans spoil bien sûr comme d'habitude, mais ouais, pour le moment en tout cas, ça fonctionne bien. J'ai lu un tome et demi, un peu plus de la moitié du deuxième tome, j'aime toujours. Voilà. Ensuite, avant-dernier livre de cette vidéo, décidément je vous en présente je crois 6 ou 7. C'est un graphique, j'ai instauré les dimanches graphiques sur la chaîne Twitch. D'ailleurs le dimanche graphique de février c'est cet après-midi. Donc voilà, si jamais cette vidéo sort vraiment dimanche 19 février, si j'arrive à la monter, le prochain dimanche graphique c'est à 16 h sur Twitch, n'hésitez pas à venir. Lors du dernier, j'étais avec Ellie des Livres et avec Little Purple Books, et en tout cas moi j'ai lu Un rêve de renard, Little aussi d'ailleurs, c'est de Mina Sundberg aux éditions Akileos, que je remercie beaucoup pour cet envoi. Il m'avait envoyé un colis incroyable avec je sais pas combien de graphiques dedans, et il était dedans et il coûte 39 €, enfin il est splendide. Il est splendide, c'est un peu redondant. Je vais pas vous le cacher. On est avec ce mythe du renard céleste qui est gardien des aurores boréales. Et en gros, il fout la merde. Le renard, il fout un peu la merde. C'est un petit jeune. Il fait des bêtises. Il fait des bêtises pendant que les grandes personnes sont en réunion. Et il essaye de réparer ses bêtises avec l'aide d'un jeune homme d'un village. En gros, si vous voulez, vous avez ce village qui est coincé. Il est coincé dans le temps, les gens sont partis, ils sont plus là, d'un coup ils ont disparu, ils sont à différents endroits et tu as des choses à régler, tu as des genres de missions à accomplir pour réussir à sauver tout le monde. Globalement c'est ça, avec un renard céleste assez facétieux qui globalement vient foutre la merde. Je vais pas vous le dire autrement, hein, c'est objectivement ça. C'est un peu redondant je vous avoue parce qu'on va de mission en mission et du coup c'est toujours un petit peu la même chose, mais c'était beau. Ah, c'était beau. Franchement, il y avait des beaux moments, il y avait des belles réflexions. Il y a quelque chose que j'ai pas envie de vous spoiler parce que j'étais très contente de le découvrir. Mais voilà, l'homme et le chien vont évoluer au fil de ces missions, je vais dire ça comme ça, et c'était fondamentalement génial. J'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin qui est très belle, très douce, très... Non, franchement, je vous le recommande si le prix de 39 € ne vous fait pas peur, ou si vous pouvez l'emprunter en médiathèque, sait-on jamais. Je vous montre encore une fois les graphismes. C'est beau. C'est beau, c'est mignon, et puis surtout, en fonction de là où vous atterrissez, c'est pas toujours les mêmes palettes de couleurs. Là, vous voyez, on est sur du bleu. À un moment donné, on arrive sur du violet. Voilà. Puis sur un peu du rose, regardez. Autre chose encore, du bleu un peu plus foncé, du presque, voilà, un petit peu plus vert gris, enfin voilà, on est sur des choses fondamentalement différentes. Il est gros, hein, je sais plus combien de pages il fait, mais il fait quasiment 600 pages, il fait 580 pages. À la fin vous avez des illustrations aussi, c'est trop joli, la fin est vraiment jolie d'ailleurs. Regardez, c'est trop beau. Bon bref, c'est une petite beauté, si vous ne le connaissiez pas, franchement... Soit vous craquez et vous y laissez votre PEL, soit vous l'empruntez à la médiathèque, ça reste encore le plus raisonnable. J'ai commencé cette vidéo avec un coup de cœur, je la terminerai avec un coup de cœur ou presque, je sais pas encore. Est-ce que c'est une très bonne lecture, est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas, mais quand j'y pense, franchement j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. Il s'agit de The Perfect Match de Lila Mars aux éditions HarperCollins dans leur collection AH, c'est I'm Not Your Soulmate, le tome 1. Le tome 2 sort en mars, donc je suis trop contente, je vais pouvoir voir la suite très très vite. On est avec Elliot qui est amoureuse de Ashton depuis ses 16 ans. Voilà, elle a toujours été amoureuse de Ashton, elle a fait... En fait, elle vit dans un monde dystopique, un monde où on vous dit que on peut vous trouver votre âme sœur par la génétique, et d'ailleurs vous n'avez pas le choix, vous devez vous marier avec quelqu'un qui est votre âme sœur à plus de 50% de compatibilité. On fait des tests génétiques etc pour calculer votre compatibilité avec les gens. À 16 ans ils étaient à moins de 50% Ashton et Elliot, du coup ils ne désespèrent pas. À 21 ans, dernier test génétique, ils se sont rapprochés depuis, ils se disent voilà ça va passer. Ça ne passe pas, évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Ils sont à encore moins qu'avant, et du coup on va leur dire écoutez les mecs, vous avez 6 mois pour être dans la loi et vous marier avec votre âme sœur.
Donc on leur donne des dossiers, Ashton a 3 jeunes filles avec qui il est compatible je crois à plus de 50%, Elliot elle n'a qu'une seule page. Elle n'a qu'une seule page car elle est compatible à 98,8% avec Isaac. Isaac qui est simplement le frère d'Ashton. Et là, les emmerdes commencent, hein, évidemment. Ça part en cacahuète à ce moment-là. Non seulement elle n'a jamais aimé Isaac, mais en plus, c'est le frère d'Ashton. À quel point c'est horrible, à quel point c'est terrible. Sauf que voilà, il y a cette loi qui est là, et si tu veux pas, je crois, être emprisonné, etc., ou en tout cas payer une amende, ou quelque chose, si tu veux être dans la loi, t'as intérêt à te marier avec lui. Et on lui donne 1 mois à elle. Ashton, il a 6 mois, elle a 1 mois. Voilà, donc elle part en date avec Isaac, et ils ont pas le choix, ils vont se marier, hein, ils ont pas vraiment le choix. Donc on est clairement dans des enemies to lovers parce qu'à la base ils s'aiment pas du tout, ils veulent pas du tout être ensemble et ils sont contre cette société qui, ils pensent, est totalement gangrénée par cette histoire de pourcentage, par cette histoire de compatibilité. Ils sont pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs Elliot a son père qui est parti lorsqu'elle avait 6 ans, donc ça montre bien que les âmes sœurs ne fonctionnent pas. Et puis surtout dans cette dystopie, ce qu'on vous dit, c'est que au niveau de la compatibilité, on orientera toujours une femme avec un homme et réciproquement. Il n'y aura pas d'autre amour que l'amour hétérosexuel avec les âmes sœurs. Pourquoi? Parce qu'après les épidémies, oui je vous l'ai pas dit, on est en 2200 quelque chose, on est au 2100 quelque chose, je sais plus. On est au 22-23e siècle et en gros les épidémies ont décimé la Terre, la science a sauvé les humains grâce à des vaccins, grâce à des choses comme ça, et du coup les scientifiques sont devenus les nouveaux politiciens. En fait tous les politiciens portent la blouse blanche, ils sont tous scientifiques et en gros on a encouragé les relations hétérosexuelles parce qu'il y a reproduction derrière et parce qu'on voulait repeupler la planète. Enfin on n'a pas encouragé en fait, on a obligé les gens. En fait 200 ans après tout ça, on se souvient même pas qu'il y avait d'autres formes d'amour possibles. C'est extrêmement dur. Moi j'ai appelé ça une dictature de l'amour un peu. Mais c'était génial. Le côté, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas qu'une romance. Et chez EH, je m'attendais à rien. Sincèrement, les romances, moi qui sont étiquetées romance, je m'attends pas à grand chose, même quand on vous dit ah c'est dans une dystopie et tout. En général je me dis ouais ok ça va être compliqué, mais là en plus on est dans un slow burn. Vous connaissez peut-être depuis le début de cette vidéo mon amour pour les slow burn. J'adore les slow burn, c'est mon truc. Les enemies to lovers aussi, et là on a les deux réunis. Et le tout dans un univers de dystopie qui est vraiment bien fait, hein. Pour le coup on reste pas uniquement sur la romance, il y a des chapitres qui sont uniquement dédiés à l'univers, à cette dystopie. Franchement j'ai rien à redire. Même au niveau de la relation, on n'est pas dans quelque chose de toxique, on est dans quelque chose avec un respect mutuel, une valeur du consentement, etc. Vraiment, pas mal. Par contre, pour ceux qui sont adeptes de scènes spicy, je veux pas vous mentir, il y en a quasi pas. Il y en a quasi pas, ce qui moi me ravit parce que c'est pas ce que je recherche vraiment et que j'aime bien, cette attente, cette séduction, cette subtilité, ces quiproquos et tout. Mais voilà, si vous voulez que ça aille plus vite, il est possible que ça vous plaise pas. Maintenant, moi j'ai adoré et j'attends avec grande impatience le tome 2 en mars. Voilà, c'est terminé pour ce premier update lecture de l'année. J'ai décidé de le faire parce que j'avais quand même au moins 7 romans dont je voulais vous parler. J'en aurais peut-être un autre à vous parler, mais j'ai pas encore terminé, il me reste 70 pages je crois. Et comme il sort que le mois prochain, je me suis dit que c'était pas urgent de vous en parler au 15 février. Il sort le 15 mars, donc ça peut entendre encore un petit peu. Pour le coup, je trouve que depuis début janvier, j'ai un rythme de lecture qui est incroyablement important par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que parfois, il y a des mois, on l'a vu dans ma vidéo des statistiques, il y a des mois où clairement, je lis 2-3 romans par mois. Et là, j'ai eu un bon feeling. Je pense que c'est le fait d'échanger avec les copines sur Twitch, avec les copains aussi d'ailleurs, les viewers, les abonnés, tout le monde sur Twitch et sur Insta. Et sur TikTok vu que j'y suis aussi. Je pense que je suis dans une bonne dynamique là et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Cette vidéo est du coup maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés là et ce que vous en avez pensé. Ça me ferait toujours plaisir de le savoir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good